Donc, bienvenue sur le plaisir d'être ici, l'invitation de Sébastien, qui m'a aussi demandé de faire une présentation. Il faut que j'ai 20 minutes, puis après ça, on me dit que c'est 20 minutes. Il faut y aller vite. C'est la vie, il faut réussir à le faire. OK. Donc, je vais présenter ce qui n'est pas intéressant au début. Donc, c'est le plaisir d'être ici pour vous présenter les entreprises agricoles urbaines, les fermes urbaines du Québec, de Montréal. Et après ça, on va passer sur un cas, parce que nous, on a une ferme sur toi on la gère depuis 2016, donc ça fait 10 ans, sur 1300 mètres carrés, donc bio-intensif, très productif. On essaie d'améliorer à chaque fois. Donc, on peut vous présenter aussi les outils, un peu la demande que j'avais, les outils qu'on utilise, les niveaux de production, qu'est-ce qu'on teste aussi, parce que le laboratoire, le laboratoire d'agriculture urbaine, on fait beaucoup de choses. On existe depuis 2009, donc on va approcher, pas nos 20 ans, mais on va approcher nos 20 ans tranquillement. Donc, on fait beaucoup de transfert de connaissances, on fait de la recherche appliquée, en général socio-économique, technico-socio-économique. On accompagne les municipalités, on accompagne des entreprises. C'est nous qui accompagnons les entreprises agricoles sur l'ensemble du Québec. Et on fait plein de rapports qui sont presque tous en accès libre. Ceux qui sont pas en accès libre, il faut qu'on les fasse parce qu'ils ne sont pas là, parce que nos valeurs de fonds ne nous permettent pas de les diffuser. Vers le bas. Donc, les fermes urbaines, les entreprises agricoles urbaines au Québec, c'est en croissance depuis très longtemps. Donc, on voit ici le pointeur ici. Donc, grosso modo, ça a commencé à se développer vraiment dans les années 2010. C'est standard au niveau international. Et après ça, on a une croissance constante de à peu près 20 à 30 de nouvelles entreprises à chaque année. COVID, juste ici. Là, on a une augmentation, puis là c'est 2024, on est en train de faire 2025. Donc, 2025, on a une petite augmentation. Bien entendu, une augmentation, ça veut dire qu'il y a des nouvelles qui ouvrent, il y a certaines fermes. C'est la réalité. Je pense que je le dis souvent, l'agriculture urbaine professionnelle vit les mêmes enjeux que l'agriculture urbaine de manière globale. Ça veut dire qu'il y a des fermes il y a des petites fermes, des fermes maraîchères qui ferment. Seulement au Québec, le bio-intensif sur petite superficie, il y a beaucoup de projets qui ferment parce que les gens sont épuisés ou il y a assez de vendre, ils ne réussissent pas à vendre parce que trop cher. Mais bon, c'est un peu la réalité qu'on vit au Québec. Et on voit ici Montréal, donc 63 entreprises agricoles. Ces entreprises-là ne sont pas tous en maraîchage, mais même peu en maraîchage extérieur. Donc, vous voyez, maraîchage extérieur ici, c'est 32. Ça, c'est des données de 2023. Donc, c'est 32 sur 158, mais on va avoir micro-pousses, champignons. Selon Montréal, il y a 14 championnières urbaines. Mais ce qui regroupe l'ensemble de ces fermes-là sont toutes sur petite superficie. Donc, les grosses championnières montréalaises qui peuvent produire 1,2 tonnes par semaine de champignons, c'est 2 fois la superficie d'ici. À Montréal, on a une ferme aquacole qui produit de l'ombre chevalier, qui est un salmonidé. 35 tonnes, c'est 750 mètres carrés en locage intérieur dans une cave. Donc, c'est toujours très, très, très intensif au niveau de la production. On parlait de 2010. Pourquoi il y a un décrochage en 2010 au Québec? C'est parce que les fermes loufa sont apparues. Ça, ce n'est pas la première ferme loufa, c'est la dernière ferme loufa. Donc, pour vous donner une idée de cette superficie-là, c'est 1,4 hectares. Donc, ici, là, on ne voit pas l'autoroute. Il y a une autoroute juste en bas ici. Donc, c'est vraiment en plein cœur de la ville. Et maintenant, ils ont 5 fermes comme ça. La première a été mise en place en 2010. Bien entendu, fort investissement, mais ces fermes-là, actuellement, fournissent des légumes pour 50 000 personnes par semaine. Bien entendu, ce n'est pas que de la production des toits. Ils font aussi de la distribution. C'est un modèle économique diversifié, puisque dans ces serres-là, ce qu'ils font, c'est beaucoup concombres, tomates, aubergines, poivrons, piments. Donc, si on veut avoir un panier diversifié à livrer à chaque semaine à 50 000 personnes, ben, il faut avoir d'autres, il faut avoir des carottes, il faut avoir il faut mettre dessus aussi. Et à la base, leurs serres n'étaient pas diversifiées. Les serres étaient diversifiées. Maintenant, chacune des serres est très spécialisée. Pour augmenter la production, ils sont rendus, je pense, à 200 kg par mètre carré de production. Ce qui est apparu de manière beaucoup plus récente, c'est des fermes urbaines sociales. Donc, eux sont presque toutes en maraîchage. Toit seul, beaucoup seul. Donc, la ferme urbaine sociale, ça veut dire qu'on aura associé à un organisme communautaire
ils livrent des légumes pour les banques alimentaires. Donc, eux, le modèle économique n'est vraiment pas de la vente de légumes, c'est donner des légumes et avoir des subventions pour la sécurité alimentaire, donc nourrir les personnes les plus vulnérables. Souvent porté par des gros organismes qui ont des cuisines collectives, qui ont des banques alimentaires. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est apparu récemment, puis on voit là, vous voyez l'âge des projets, grosso modo, c'est 2019. 93, c'est la plus vieille. Et vous voyez, toutes les autres sont en 2020 presque, après 2020. Donc, c'est vraiment quelque chose qui explose actuellement, puis il y a des nouvelles qui apparaissent à chaque année. Et on arrive après ça sur le maraîchage sur toit intensif. À l'inverse de Paris, nous en avons peu, parce que malgré qu'on ait beaucoup de toits verts, mais la loi n'est pas, il n'y a pas de réglementation qui oblige d'avoir des toits verts, ce qui fait en sorte que peu de promoteurs en installent. Donc, il y a 2-3 projets de fermes sur toit, dont celle du Palais des Congrès de Montréal. Ceux qui l'ont déjà visité, peut-être que vous n'avez pas vu celle-là. Je ne pense pas que Sébastien n'a pas vu celle-là. Pas celle-là. Pas celle-là, parce qu'elle a été rénovée. Donc, on a eu la chance d'avoir une rénovation de notre site et de pouvoir décider comment on voulait avoir notre site. Donc, parce qu'à la base, le projet s'appelait Vague de chaleur, vague de fraîcheur. Donc, pour contrer la chaleur, donc vague, tout était comme ça, sinueux. Alors, c'est pas pour les architectes, etc., mais quelqu'un qui fait de la production, quand il y a des courbes, c'est comme, non, mais là, pourquoi je veux? Il n'y a aucun outil qui est prévu pour ça, donc on a mis des choses très droites, plus efficientes. Donc, on a pu redessiner complètement notre projet. 3250 mètres de superficie totale du toit. Oups là, excusez-moi. Donc, le total du toit, 1300 mètres carrés de surface totale de production. Donc, c'est vraiment ici. Donc, ces zones-là ici. Il y a deux espaces avec des technosols. Donc, c'est le sol ici, c'est vraiment un technosol, donc très, très, très léger, très bien drainant, très riche aussi. Et il y a des zones ici avec des sacs de géotextiles. Sacs de géotextiles que nous avons depuis 15 ans. On ne les a jamais changés. On est encore capable de se déplacer. Donc, très, très, très résistant. Donc, le fait qu'on a réussi à redessiner notre site a permis de définir des zones. Ce n'est pas parfait parce qu'on aurait voulu plus de production, mais il y a l'enjeu de charges portantes. Puis en plus, la réglementation a changé durant les travaux, fait qu'on s'est fait un peu prendre au dépourvu. On devait avoir beaucoup plus ici, cette zone-là, de uniquement avec des sacs. Et finalement, la réglementation a changé durant les travaux, ce qui fait en sorte que le Palais des Congrès doit retenir de l'eau sur le toit lors des fortes pluies. Ce qui fait en sorte qu'on a dû enlever grosso modo 800 sacs ici. Donc, on a perdu beaucoup de production à cause de la réglementation, mais bon, il faut le faire avec. Finalement, ce qu'on se ramasse actuellement, c'est un grand espace qui permet de faire de l'événementiel, mais beaucoup trop grand pour nos besoins. Et ces sections-là, on fait beaucoup de recherche. Hein, donc, ces sections-là, au niveau de la recherche, donc ici, on a un vignoble avec des petits fruits. Ici, ce qu'on appelle, c'est une zone sociale. Donc, on reçoit des groupes selon les projets qu'on a. Pendant 3 ans, on a reçu des réfugiés. Donc, on vient et on documente l'insertion des personnes réfugiées. Mais dans les prochaines années, ça va être des personnes en situation d'itinérance, en fin de situation d'itinérance. On essaie de voir qu'est-ce que ça leur apporte d'avoir un potager. Finalement, les personnes en situation d'itinérance sont alentour du bâtiment. Donc, de faire venir sur le toit, c'est quoi l'expérience, comment ça les aide, comment ça leur apporte quelque chose. Donc, c'est plutôt au niveau du travail social qu'on va documenter. Donc, ici, zone plutôt aromate. C'est une zone prairie mellifère, donc on a quelques fleurs. On fait beaucoup des fleurs pour la biodiversité, mais on plante aussi du mélilo aussi. Donc, le mélilo, c'est la vanille nordique. Donc, c'est une fleur sauvage, mais aussi on peut récolter la fleur, ça donne un goût de vanille, donc les chefs adorent. Et ici, on a vraiment la grosse zone de production qui est pour les restaurants, des paniers et des transformateurs. Comme j'en parlais, on fait du piment fort. Qui est une forte valeur ajoutée. C'est très rentable. Et ici, cette zone-là, finalement, a été transformée en jardin communautaire, jardin des jardins familiaux ou jardin partagé, mais pour les employés du Palais des Congrès. Et là, vous ne voyez pas, mais comme l'hiver, on ne peut pas mettre ici des sacs. Donc, on a rajouté des bacs sur roulettes. Parce qu'en fin de compte, il faut les enlever pour l'hiver. C'est pour la neige.
Donc, c'est un peu ça. Puis ça, c'est vraiment la zone événementielle. On fait des 5 à 7. On n'a pas de bar encore, mais l'idée. Puis le bar, je pense que ça serait une bonne idée parce qu'il faut passer dans le palais des congrès. Puis bon, tout sur le toit, il y a 5 étages. C'est pas très accessible au public. Sinon, on ne va pas chercher les groupes. Ils ne peuvent pas venir sur le toit. Donc, voilà ce que ça peut donner. Donc, on a vraiment ici la zone productive. Là, on est en début juillet. Dans les ici, on va voir la zone plutôt en sac, qui est plus forme de potager. À la base, elle devait être plus dense, mais on ne peut pas faire plus dense à cause de la charge portante. Donc, on a dû vraiment faire plus d'espace. Donc, c'est pour ça aussi qu'on en fait un espace beaucoup plus citoyen, donc plus d'espace. Les personnes, les personnes réfugiées qui venaient, il y a de l'espace avec des enfants. Ça ne se posait pas d'enjeu, tandis que c'est pas en pleine saison, mettons en août, là, il n'y a pas d'espace entre les rangs. C'est vraiment comme ça. C'est une bonne preuve pour que de passer, sinon ils vont casser les manches, etc. pour la récolte. Dans les outils qu'on a dû développer, des supports autoportants. Un sol, je vais le mentionner, le sol fait 33 cm à cet endroit-là. L'autre, il fait 22 cm. Alors, on ne peut rien planter. Même si on plante sur ça, ça ne va pas tenir beaucoup. Donc, il faut que les supports ici soient autoportants. Donc, on a dû concevoir ces supports-là pour les piments et les poivrons, surtout que l'année passée, en 2024, lorsqu'on avait repris le site pour produire, les poivrons, on a perdu plus de 60 de la production, parce que les branches cassaient à cause du poids. Donc, il fallait vraiment trouver un moyen pour les soutenir, puis les cages, on ne peut pas planter rien, donc on a dû inventer ça, et cette année, on a perdu 0 grosso modo. Quelques pertes, là, mais on n'a pas de branches de cassé, etc. En 2024, il y a une tempête qui est passée, puis après la tempête, on avait perdu incroyablement des plantes qui ont rendu à terre, les branches avaient cassé à cause du poids, puis la tempête et les fortes pluies. Donc, on fonctionne par planche. C'est assez standard au niveau du bio-intensif. Donc, des planches, ils sont entre 15 et 17 mètres de long. Ça va dépendre un peu de la structure du toit. Pour à peu près 60 à 80 cm de large. Ces planches-là sont refaites de manière régulière. Donc, on les conserve de manière régulière. Vous voyez ici, ces plantations de piments, 2 rangées. On va planter au niveau de la densité. On teste les différents types de densité. Là, ici, il y a des laitues, donc en début de saison. Donc, on a plusieurs cycles aussi. Là. Donc, les laitues ici, on sont plantés grosso modo début avril. Mi-mai, il n'y en a plus, parce que dès qu'on arrive mai, fin mai, début juin, il fait trop chaud, on plante de la salade, ça monte en graines. Donc, vraiment, tout ça, on peut faire des fois 2, si on est vraiment chanceux, on peut commencer en mars. Mais ça, c'est vraiment, on teste des fois. Ah oui, il ne va pas geler, il ne va pas geler. Ça ne marche pas toujours. Donc, on peut faire 1 à 2 cycles de salade, puis après ça, on va aller mettre les aubergines, les poivrons, les piments autres. Puis là, eux vont finir l'année. On finit fin novembre. Vous allez voir des photos tantôt. Cette année, on s'est fait prendre parce qu'en général, le 2 décembre, on est encore correct. Les choses légères 3 semaines plus tôt. Alors, mettons que les 2 derniers jours, quand on savait que la neige venait, on a sorti des kilos et des kilos, on sortait tout. Mais bon, bref, c'est un peu ça. Donc, de 2 à 4 cycles, ce qui peut nous aider vraiment à augmenter notre niveau de production par mètre carré. Et je peux vous dire que sur un toit comme ça, ça va beaucoup plus vite. On peut planter des carottes facilement fin août, on est capable de récolter. Là, on parle de Montréal. Le froid arrive rapidement. C'est plus dans au sol, même au sol en ville, dans le milieu des carottes, on a des toutes petites carottes grosses comme ça. Mais ça pousse super vite. Le terreau est bon, mais aussi les conditions sont aussi bonnes. On va avoir aussi ici c'est de l'ail. Vous voyez, on fait aussi, quand on fait une planche, c'est monoculture sur la planche. On ne fait pas genre 2 mètres, parce qu'on fait 2 mètres d'autres choses. Donc, ça va être 15 mètres, grosso modo, ça va être la même chose pour être le plus efficient possible. C'est ça. Au niveau de l'irrigation automatique, on teste actuellement une intelligence artificielle pour gérer notre irrigation, pour être le plus performant possible, qui tient compte aussi de la météo. Parce qu'en général, les systèmes d'irrigation, tu irrigues 15 minutes à partir de telle heure à telle heure à chaque jour. S'il pleut, il pleut, il y a prévision de pluie ou pas, mais le système n'en tient pas compte, tandis que là, on essaie de développer,
de faire apprendre. C'est ça, un système d'échantillon pour dire, ah ben, il y a la pluie qui s'en vient, donc je vais irriguer moins parce que je vais irriguer seulement s'il faut pour avoir de l'humidité, mais pas trop parce qu'il va pleuvoir. Donc, on teste. C'est un système d'irrigation qui s'appelle Orisha, que nous testons déjà en serre. Donc, en environnement contrôlé, ça fonctionne super bien. En champ, comme ça, actuellement, il n'est vraiment pas très intelligent. Il faut qu'il apprenne beaucoup. Mais on teste pour nous faciliter. Et on a des... excusez-moi. Au niveau d'irrigation, là, c'est 2 fils, 2 tubes d'irrigation qui sont mis de chaque côté des plants pour le faire. Au niveau de l'amendement, puis on a différentes zones aussi d'irrigation. Donc, ils sont séparés. Ça évite en sorte, vous voyez ici, c'est la sortie, puis on a une autre sortie plus par là. Puis des fois, cette sortie-là, c'est aussi la sortie du jardin communautaire. Donc, des fois, les personnes du palais qui viennent dans le jardin communautaire décident de fermer l'eau. Très mauvaise idée pour nous. Fait que là, on a vraiment des backups au cas où. On a mis une grosse affiche aussi. Mais on a des backups qui peuvent embarquer pour éviter que des zones soient que toute une zone soit pas irriguée. Au niveau de l'amendement, donc l'amendement pour chaque planche, on va faire un amendement compost, fumier de poule en granules et frasse, qui est un fumier d'insectes, qui va être mis. Et une fois que c'est mis sur la planche, on va passer un petit rotoculteur de surface c'est des instruments Coleman. Donc, on utilise tous les outils développés par Coleman sur le principe. Tout fonctionne avec une perceuse de batterie. Pour ceux qui ne connaissent pas Coleman, peut-être que vous connaissez Jean-Martin Fortier. C'est le même outil que Jean-Martin Fortier utilise, que lui utilise de Coleman. Donc, vous voyez ici, là, quand je vous dis on s'est fait prendre, vous voyez, on a dû arracher les plants sous la neige. Ça nous a pris comme on a doublé le temps pour fermer le site. Mais il faisait un peu froid, mais ça va. Mais là, il n'y avait plus rien, il restait que des plans, on avait sorti. Au niveau des outils aussi, on n'utilise pas, c'est une question que j'ai eue cette semaine, on n'a pas acheté de système qui se vend pour gérer les équipes et compagnie. Notre équipe est composée d'une chef de culture puis d'une employée. Donc, pas vraiment besoin de gros outils. Un beau fichier Excel où la planification est faite par planche, par rotation en début de saison, et c'est ce qu'on va suivre, dans lequel il va aussi avoir les paramètres au niveau des amendements qu'on met. On fait un amendement en début de saison. Pour l'instant, on ne fait plus de fertigation. Donc, avant ça, sur l'ancien site, ça arrivait qu'on devait faire de la fertigation, donc envoyer des nutriments durant la saison. Mais depuis 2 ans qu'on est sur ce site-là, le sol est tellement riche qu'on fait un bon amendement en début de saison, puis on est correct pour la production. Donc, il reste combien de temps? Encore 3 minutes. Wow! Donc, au niveau de la production, vous voyez, là, donc ici, la densité plutôt. Donc, ici, on a des densités. Ça, je pourrais vous laisser le fichier, là, on ne cache rien. Puis, on teste vraiment au niveau de la densité, pour voir si on peut augmenter ou réduire, entre autres pour les piments forts. Donc, ici, ça, c'est le type de plantation bio-intensif de piment. Donc, c'est aux 30 cm. C'est très, très dense. Et on a essayé de le faire, au lieu de le faire en quinconce comme ça, 2 rangs, un seul rang, donc aux 60 cm, pour voir si on était capable de produire autant. Parce que sur un toit, on produit énormément. Les conditions sont vraiment différentes, surtout pour les piments. Le toit, il fait 50 degrés. 50 degrés, ce n'est pas très chaud pour un toit. Donc, c'est vraiment, les piments sont heureux. Et là, puis ici, la question, c'est beaucoup plus de temps de travail pour planter, mais c'est beaucoup plus de transplant. Il y a des coûts associés à ça. Donc, on se dit, est-ce qu'en plantant moins, à moitié, on est capable de produire autant en quantité? Donc, c'est un test qu'on fait actuellement pour voir est-ce que ça qui est la recommandation du bio-intensif en monde rural, est-ce que ça s'applique en monde urbain? Je n'ai pas encore la réponse. Donc, c'est ça. Donc, les densifiés, au niveau de la densité, on joue beaucoup, on essaie de trouver la bonne densité. Ici, ça va donner des rendements. Donc, on a des rendements, vous voyez, ici, les aubergines, 10 kg par mètre carré. Puis là, il y a une comparaison. Là, ici, c'est d'autres fermes en Amérique du Nord, New York, Boston, est marqué, puis ça, c'est Toronto. Donc, on voit vraiment qu'on peut atteindre des niveaux de production très élevés. Puis à d'autres moments, comme ici, ciboulette très bas parce qu'on ne vous a pas payé. On n'avait pas de vente, on ne pouvait pas le vendre, donc on avait laissé la ciboulette sur l'espace. Ou encore, tomates cerises ici et un endroit, c'est poivrons.
Le poivron, c'est parce qu'on a beaucoup de pertes. Donc, les chiffres ici de production de 2,3 kg n'est pas le vrai chiffre. On est plus dans les 5-6 kg par mètre carré au niveau de la production de poivron. C'est variable. Puis, cette année aussi, le piment, je ne sais pas où notre piment. Le piment il est là, il est beaucoup plus bas parce qu'on a eu des enjeux avec la saison. Début de saison n'a pas été aussi bonne, donc la laitue est restée trop longtemps. On était retardé dans la plantation, donc le piment a été planté 2 semaines plus tard. Et on le voit sur la production, puis on voit sur le fait que les productions sont restées. Au niveau des valeurs, c'est aussi important, vous voyez l'aubergine, etc. Donc, ça, c'est les valeurs par mètre carré qu'on suit pour savoir qu'est-ce qu'on doit planter le plus possible. Puis on me dit, il faut que je laisse. Donc, au niveau de la production, vous voyez ce qu'on fait au niveau des revenus, c'est 40 000 de revenus en vente, grosso modo. Notre objectif actuellement est de 50 000. On se rappelle, ça fait 2 ans qu'on est sur le site, donc bien le connaître. Il faut augmenter. Production transformée, donc sauce piment, piment en poudre, des semences, c'est 20 000 en revenus. L'événementiel, actuellement, on fait plutôt 5 000, on ne se force pas beaucoup, mais on prend peut-être 15 000, on pourrait sûrement dépasser, mais après ça, c'est notre rôle à nous n'est pas de faire d'événementiel en permanence. Un budget, et c'est 35 000, c'est 35 000, 3 500 heures. Donc, je ne sais pas si quelqu'un connaît les heures par hectare. 3 500 heures pour 1 300 hectares, c'est beaucoup d'heures de travail. Donc, en général, quand tu arrives à 1 hectare, c'est 6 000. Quand tu es à 2 hectares, c'est 5 000. Quand tu es à 3 hectares, c'est 4 000. Donc, le plus qu'on est petit, plus l'heure de travail, le nombre d'heures est élevé, ce qui fait en sorte que le budget de fonctionnement, c'est 120 000 on fait tout le calcul ici, on savait que ce n'est pas facile d'arriver à ce montant-là pour arriver à l'équilibre, ce qui fait en sorte qu'il nous faut d'autres sources de financement, dont l'intervention sociale, etc., qui nous permet d'être rentable et même d'avoir un petit surplus. Mais c'est à chaque année, c'est toujours à renégocier. Je pense que je vais arrêter là. Oui. Merci. As-tu des questions sur la Oui, on a entendu une question tout à l'heure. David, à toi? Oui, il voulait que je t'interrompe. Je n'ai pas osé. Je n'aime pas faire aux autres ce que je n'aime pas comprendre. Donc, moi, je vais vous présenter. En fait, on est en train de lancer une ferme-école.